Votre fidélité renouvelée chaque semaine pour cette émission Jeunesse Dorée. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à tous. Alors, très rapidement, on installe le tout premier plateau de cette émission. C'est après ceci. Zomanglado to uveve, rende ido contente. Mamla tente wa gonche odo jeve green to von fli jeje men veve. Kini we do gbe bo fi binyito, l'envie le bi we be gbe bo fi binyito. Mi do to rap do to bojo hoto ye we ye ton we ze we si zume bo fi binyito. Rap ho jeti, bondo makule kon, mano komenu da idote mano bakule kon. Floche mano do nu ponu me de mano bo nu komenu me de nu kun langa we ra si che technique ki o una me. When you do bonu do but that ba ma globe for to blow to je globe kiti bo globe blagada. No te ye bi di pele be bono voje da gada ndo wa wala. So ye jidi chanta, nu video pele ron la, ndo va la. Kiti do e fle nu kun a ovi je radio so nu ge amali am tono vanta kanya. Nu bi keme me a joha nu we pun le bi keme me ede me holo mi lo mi yok le bi de me no kemi men do kwedo fi de bu no kemi men no se bi me kan de zangete do fi de bu rumpu ne bada bu le gete le bu bi pi bu konje je bu konje masi khu vego amamba e ikwa kona lada keke lego amamba e ikwa kona lada vego amamba e ikwa kona lada keke lego amamba e Spécialement, on démarre avec la deuxième rubrique de ce qui doit représenter la deuxième rubrique des lettres et des arts. Et ce sera avec le chroniqueur littéraire maison, Ibrahim Adamou. Bonjour. Bonjour Arim Lassissi, bonjour chers téléspectateurs. C'est avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons ce soir. Et nous sommes en compagnie de l'artiste Yehwayeton, que nous avons quand même eu la chance, sur lequel nous avons eu la chance de mettre la main, parce qu'à vrai dire, c'est un artiste qui est très mobile, tantôt au Bénin, tantôt en France, tantôt aux États-Unis. Donc nous avons eu la chance de l'avoir cet après-midi sur notre plateau et nous lui disons la bienvenue. Bienvenue monsieur Yehwayeton. Salut, je suis content d'être là, voilà, pour partager un bon moment avec vous ce soir. Merci beaucoup. E-Télé. Merci bien. Ouais. Alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est une question... Avant d'aller sur la question, il y a que... vous avez dit qu'on a réussi à lui mettre la main dessus, ça n'a pas été facile. Pas du tout. Je rappelle, le samedi 1er 1er juin, ils étaient en concert, je crois. Nous devons avoir l'affiche du concert avec si les techniques, la technique avec nous. Nous devons avoir l'affiche du concert qui a eu lieu à l'Institut français de Cotonou le 1er juin. Il était parmi ceux qui ont presté le jour-là contre vents et marées, parce que je ne sais pas si on devrait dire contre la pluie aussi, parce que la pluie les a embêtés pendant un moment avant que le calme ne soit revenu. Alors, donc, en attendant qu'on retrouve l'élément, voilà, je crois que c'est bon. Voilà, et donc c'était le concert de Fologozo. C'était ça, non? Non, c'était pas un concert de Fologozo, c'était un événement de l'Institut français qui s'appelle, je crois, la Nuit de la musique urbaine. Et qui a été initié par l'Institut français, qui a essayé de regrouper autour
de hip-hop au Bénin. Tu vois, les ténors, et puis voilà, on a donné aussi la chance aux jeunes. Voilà, parce que c'était un tout. Il y avait des ateliers animés par Kondo qui est venu de la France. Il y a eu des tables rondes qui ont été organisées, et puis il y a eu le concert de clôture dont voilà, je fais partie des artistes invités. Alors, donc, il y a eu le 1er juin, ça c'est la semaine écoulée, et avant cela, il y avait déjà le jeudi dernier, du côté du canal Olympia de Cotonou, il y a eu Marty Diop, la réalisatrice du film Dahomey, voilà, qui est venue présenter son film au public béninois en présence des intervenants de son projet, et aussi voilà, l'équipe technique et elle-même. Elle a présenté le film Dahomey, voilà. Un film qui lui a valu quand même l'Ous d'or, hein, bien sûr. Voilà, en Allemagne, cette année. Et donc c'est pour la première fois qu'au Bénin, ce film est projeté à Canal Olympia. Et ce film est sorti je crois en septembre 2023 déjà en France, mais c'est cette année, et pour la première fois en 31 mai 2024, que les Béninois ont eu la chance de visualiser ce film à Canal Olympia. On rappelle quand même que c'est un film qui a reçu quand même de très bonnes notes de la part de la critique, ce qui lui a d'ailleurs valu l'Ours d'or à la Berlinale 2024. Et ça a été un moment de plaisir pour les Béninois, parce qu'on en entendait parler de gauche à droite, mais on n'avait jamais eu l'occasion ici au Bénin de voir réellement le contenu de ce film. Alors, il faut rappeler quand même que le film retrace le retour des œuvres d'art, voilà, du Bénin, que la France a retourné là. Oui, donc les trésors royaux qui ont été pillés durant la période coloniale et qui sont de retour maintenant à la suite de longues tractations entre le gouvernement béninois et ceux-là qui les détiennent de l'autre côté de la Méditerranée. Donc c'est l'aboutissement d'un heureux travail. Et donc ce film retrace du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de leur départ en France jusqu'à leur arrivée ici au Bénin, ainsi que les expositions qui ont suivi. Ce film retrace toute cette histoire-là des trésors royaux qui sont revenus au Bénin. À suivre donc, absolument. Alors, on revient sur ce plateau avec notre invité de charme, Yerwe Yeton, je prononce bien. Alors, nous allons parler de l'art, voilà, le rap béninois et l'art de l'homme, Yerwe Yeton. Alors, c'est une fierté nationale il faut le dire. Donc, je vous laisse avec Merci beaucoup. La première question. Alors, la première question, ça va nous permettre d'abord de cerner le personnage, de savoir qui il est en réalité. Et c'est pour cela que je vais lui demander, à l'état civil, comment est-ce qu'il s'appelle et pourquoi Yerwe Yeton aujourd'hui? Est-ce que par ce nom, il s'assigne une certaine mission? Et comment est-ce qu'il compte atteindre les objectifs de cette mission? Ça fait beaucoup à la fois, mais je vais essayer. À l'état civil, mon nom c'est Huinou Betoyon. Il y a un prénom français que j'aime pas, que je bannis de mon acte de naissance. Et puis volontairement, parce que je sais pas ce que ça veut dire. En fait. Et voilà. Et pourquoi Yerwe Yeton? Parce que Yerwe Yeton, le nom Yerwe, ou le mot Yerwe veut dire Ewe, ou bien Yer veut dire l'ombre, Ewe veut dire lumière. Et au-delà de ça, l'homme est un mini Dieu en fait. Moi c'est pour mettre en avant, c'est pour affirmer ma part de divinité que je suis en tant qu'homme. Voilà, et mon art reflète un peu ça, un peu tout ça en fait. Donc Yerwe Yeton, ça veut dire leur divinité ou leur... Voilà, c'est un peu ça. Alors, sinon nous on a été habitués à, je dis bien après, hein, à Togba Yeton. Oui, bon, ça fait quand même... Ouais, c'est bien. Oui, et justement, je viens là-dessus pour dire que
En fait, les gens font des confusions et ceux qui ne me connaissaient pas pensaient que, tu vois, c'est à la suite de ce dont vous parlez que, voilà, j'ai pris le nom. Yahweh Yeton existe depuis 2007 avec le groupe D-Flex. Quand vous fouillez les archives du rap béninois, vous saurez de quoi je parle. Ouais. Donc, Yahweh Yeton et Fenou Yeton depuis 2007, après 2009 et 2010, 2014, on a sorti notre premier album qui a fait Kelewa, qui est connu par tout le monde. Et tout, donc c'est depuis ce temps-là qu'on est déjà, tu vois. C'est pas donc si je comprends bien 2007 parce que vous avez donné des années 2007 c'était vos débuts. Oui, moi j'ai découvert le rap depuis 2004 quand j'étais au collège et on a créé le groupe D-Flex à cette année-là. Oui. Mais professionnellement on a commencé en 2009 si je me rappelle bien, mais notre premier entrée en studio, c'était 2007. Et après, ça a évolué. Premier single officiel sorti en fin 2010, je crois, sous Witch. Et ça s'est enchaîné avec l'album qui est sorti en 2014, qui a été meilleur album hip-hop de l'année 2015 à HKH, Air Award de HKH Hip Hop Campé et tout ça. Donc voilà. Un peu. Merci beaucoup. Alors, de votre début jusqu'à ce jour où nous parlons, quels sont les sujets que vous abordez dans vos textes? Parce que quand on parle de musique, c'est quand même, quand on parle de chansons, c'est quand même des textes auxquels on ajoute de la musique. Ouais. Donc, quels sont les sujets que vous abordez dans vos textes? Yeton aborde beaucoup plus tu vois, des sujets de vie. Parce que être un artiste, c'est une part de toi que tu transmets en fait dans l'art qui reflète la personnalité de l'artiste. Dans un premier temps, avant qu'on ne vit dans du truc de business où on voulait faire comme. Ouais. Comme moi, je ne suis pas dans une approche de faire comme les autres et tout. Voilà, je parle de mon environnement, de ce qui se passe au Bénin, au sein de la population, dans la jeunesse, un peu au-delà des frontières. Je questionne un peu le monde, ce qui se passe dans le monde et tout. Et quand tu prends mon dernier morceau, Veive, c'est suite à une expérience que j'ai eue que cette inspiration est venue. Parce que parfois on se trouve dans des conditions où les gens qui ont à qui on a accordé un tout petit peu de pouvoir veulent considérer tous les autres comme des chiffons. Qui sont, voilà. Et moi je dis même le chiffre 0 a sa valeur. En effet. Donc moi en fait, je ne permettrai plus jamais et je demande à tout le monde de ne plus permettre à qui que ce soit de vous rabaisser et parce que parfois ça amène à douter de vous-même. Ouais. Donc voilà, ne permettez plus ça. Si vous êtes quelque part où le respect quitte et tout, mais deux raisons. Alors, il y a forcément quand vous déclinez les sujets que vous abordez dans vos textes, on voit quand même il y a une sorte d'appel à la conscience. Et aujourd'hui, la tendance rapologique, la tendance du rap, est beaucoup plus dominée par des sujets qui ont trait à la violence, qui ont trait au sexe, qui ont trait au clash. C'est d'ailleurs même cela qui est souvent le plus connu. Voilà. Alors qu'au-delà de cela, au-delà même de votre art, il y a également ce besoin de vivre par cela. Mais vous, quand vous prenez le parti d'appeler la jeunesse, d'appeler ceux-là qui vous écoutent à de bonnes pratiques, qui sont saines, est-ce que cela fait recette? Déjà, si vous étudiez un peu mon approche artistique et toute ma démarche artistique, c'est d'abord de mettre en avant nos valeurs culturelles et culturelles parfois. Et quand je parle de nos valeurs, c'est les rythmes que nous avons chez nous et les valeurs morales que nous avons aussi.
Donc moi, dans ma culture, on ne parle pas de cesse, on ne parle pas de violence en tant que telle. Que les gens ne vous tassent pas surtout d'hypocrite, parce que quand on parle de sexualité, on parle de sexe, on sait que tout le monde sait ce qu'on sait, vous savez. Est-ce qu'on ne dise pas que... Ils ont les besoins il est hypocrite. Moi, j'ai pas besoin de mettre... pas le nom, quoi. J'ai pas besoin de mettre des filles à moitié dénudées dans mon clip avant d'avoir des vues. Et je vis de mon art à 100%. Je ne fais plus rien d'autre. Je fais que la musique depuis le 2007. Jusque-là. Je vais, je viens. Donc ça veut dire que voilà, j'ai pas besoin de montrer qui je ne suis pas et de faire voir ce que je ne veux pas. Tu vois? Parce que qui se balade à Cotonou ici avec des filles à moitié nues? Pourquoi on va le montrer dans les clips alors? Donc moi, je suis pas américain. Les Américains, quand tu vas aux États-Unis, tu vas te surprendre en train de voir des filles à moitié nues, en train de marcher dans la rue. Ça, c'est leur réalité. Mais vous voulez mettre ça dans nos clips ici, donc voilà, moi je suis pas dans ce délit-là. Et il y a eu forcément des prix, vous avez forcément des prix au plan national comme international. Oui. Par exemple. Au plan national, avec Deflex, ça a commencé avec le prix du meilleur album que je disais, au Air Award, et meilleur flow. Et en 2015, après, je crois, la même année, on a eu le Véné Top 10, le prix des téléspectateurs. Après, voilà, avec moi-même personnellement, récemment, au Ghana, la dernière fois, j'ai été primé lauréat du prix Expo Fusion à Accra. Et voilà, je crois que c'est tout. Hein. On n'a pas encore eu assez de prix. Vous avez des prix aussi bien dans les milieux francophones qu'anglophones. Exactement. Est-ce à dire que vous chantez aussi en anglais? Non, jamais. Même pas en français. C'est peut-être le rythme. Pourquoi ce parti pris de chanter uniquement en langue nationale? Je l'ai dit au commencement, c'est mettre en avant mes valeurs culturelles. Voilà, donc... Chez moi, on parle fond, on parle goût, on parle les autres et tout. Donc, j'ai opté exclusivement de faire ma musique dans ces langues-là pour le moment. Ça peut changer après, mais bon, pour le moment. Alors, on va quand même, avec la complicité de la technique, on va écouter, on va suivre le clip qui vient juste après ce qui nous a lancé la rubrique. C'est parti. Ako Cambodia cho nous bi glow Adiji me wate ko nous bi nyondo kweko nous dowe ba fi bi ronse nous we nous ki agbade to e mali biduo maleva pe biduo se me ba fi de bopla de dodo gle do ko ba de jibo do ga todo se lo so u you know wa nu to ken na do podo nu yon nu e u masike o flin so bo male no je we ji do nu ye wa ko e o no vi do so u you know wa nu to ken na do podo nu yon nu e u masike o black cap do go po pon blaje do ma do we do ya jeme on do black ese di anado nu do lo me di black ese di ko gloje bi me te ko mbagando ye me nu de bu ye bla ni no info me mano vo be no hoka do gana jayin de mono si so kan nu be me na fa nu e hoka Voilà, donc bonne ambiance sur ce plateau. Alors, des collaborations, hein, je voulais parler des collaborations avec des nationaux comme internationaux. J'ai vu le comédien Dragomi dans la vidéo. Oui. Alors, comment vous avez à nourrir ces relations? Bon, moi, précisément sur ce clip, j'ai laissé la main à Net Royal de s'occuper de tout. Donc voilà, on a vu la réalisation ensemble et tout. Et voilà, c'est lui qui a contacté Dragomi.
D'accord. Donc, le tube parle de quoi? C'est Ah oui le titre? Oui, Ah oui. C'est quoi la finalité titre? Le clip parle des gens qui sont des Sochalucha. Pour moi, mon Tchakrokbek en Sobilou. C'est grave. C'est regrettable d'être millionnaire. Bon, c'est vrai. Et non, il y a un via. Ça, c'est du tout craché. Qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Dans l'ensemble, c'est ça. C'est le message. Okay. Bien, la toute dernière question que j'ai à vous poser, c'est votre appréciation. Quelle est votre appréciation aujourd'hui de la scène musicale du Bénin? Le rap béninois, moi ça évolue, c'est vrai que ça ne rappe plus trop. Ça chantonne beaucoup. Je n'appelle pas ça chanter. Ça chantonne beaucoup, mais il y a une volonté quand même d'aller de l'avant. Donc c'est ça, on peut encourager. Mais il y a beaucoup de travail, quoi. Autour de tout ça, il y a beaucoup de boulot. Et puis voilà, il y a beaucoup de travail, mais il faut nous encourager, il faut encourager les jeunes et tout, parce que c'est pas facile. Ils disent maintenant, il n'y a pas l'argent dans le rap, donc voilà. Il y a forcément des projets à court et à long terme. Oui, tout de suite, nous continuons sur la promotion des 2 singles qui annoncent l'album qui vient très bientôt. Et puis, on envisage faire un concert de présentation de l'album d'ici quelques mois. Donc, nous demandons à tout le monde, ceux qui peuvent nous suivre, de suivre Yeton sur toutes les plateformes, Facebook, etc. Et puis, soyez aux aguets pour les nouveautés, les nouvelles qui vont venir bientôt. Merci beaucoup à vous, Yeton, pour cette belle rubrique. Merci également à vous, Ibrahim Adamou. Alors, on va quand même raccompagner l'artiste Yeton. Le temps pour nous d'installer le prochain plateau. Le suivant plateau, c'est bien sûr Innova.
On va, c'est avec Oriane Tokpo au premier rang, avant qu'on ne reçoive Nelly pour la deuxième manche de cette même rubrique. Alors, Oriane, bonjour. Bonjour Arim, bonjour à toutes et à tous. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous aussi? Je vais très bien, merci de vous en soucier, comme le dirait l'autre. Nelly le dit souvent. Alors, qu'est-ce que vous nous réservez aujourd'hui dans la première manche de cette rubrique? Alors aujourd'hui, nous parlons des camions électriques. Azur Plomberie, une entreprise de plomberie basée dans la région de Montréal et les Laurentides, utilise des camions électriques pour des services. Cette initiative s'inscrit dans l'engagement et l'innovation et également le développement durable. Ces camions électriques reflètent leur volonté de réduire l'empreinte carbone de leur opération et de promouvoir des pratiques écologiques. Quelle importance pour ces camions électriques? Ces camions électriques n'émettent pas de CO2 lors de leur utilisation, contribuant ainsi à la réduction de l'empreinte carbone et à la lutte contre le changement climatique. En ce qui concerne l'efficacité énergétique, les moteurs électriques sont généralement plus efficaces que les moteurs à combustion interne. Ils convertissent une plus grande partie de l'énergie stockée en mouvement, ce qui peut réduire les coûts énergétiques globaux. Enfin, ces véhicules électriques ont moins de pièces mobiles que les moteurs à combustion interne, ce qui peut réduire également les besoins en maintenance et les coûts associés. Comme exemple, pas de vidange d'huile ou de remplacement de filtres à carburant. Alors, merci pour cette belle découverte que vous nous amenez, vous nous apportez aujourd'hui, comme d'habitude, chaque semaine, dans la première manche de cette rubrique. Alors, nous allons quand même demander à la technique, on va à la régie, on revient le temps de recevoir nos charmants invités qui sont déjà installés confortablement. Alors, nous sommes en plateau, retour en plateau avec la belle Nelly à la voix suave. Nelly, bonjour. Merci pour le compliment, Arim. Bonjour à vous et bonjour. C'est une vérité, c'est un fait et je suis d'accord d'ailleurs. Voilà. Merci donc pour me rappeler ce fait-là, pour m'avoir rappelé ce fait tout simplement. Bonjour à tous nos amis téléspectateurs et merci de toujours prendre le rendez-vous de Innovar. Arim, oui, allez-y, vous avez l'antenne. Merci beaucoup. Eh bien, comme vous le savez, nous sommes à l'ère des nouvelles technologies et ces nouvelles technologies-là sont de plus en plus utilisées pour valoriser et promouvoir les langues et le patrimoine culturel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux jeunes innovateurs qui, avec leur équipe, ont créé Dokon, une application qui, grâce à l'intelligence artificielle, permet de faire des doublages, des sous-titrages et traduction audio de langue locale en français, mais aussi du français en langue locale. Cette innovation a d'ailleurs été couronnée lors d'un hackathon organisé par le ministère du numérique et de la digitalisation au Bénin. Et le sujet du jour, vous l'aurez compris, on parlera de valorisation culturelle et touristique au Bénin grâce donc à l'intelligence artificielle. Et mon premier invité sur ce plateau, c'est une dame. Elle s'appelle Eudocie Abouta. Elle est full stack développeur. Bonjour à vous. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien chez vous. Super, ça va super bien. Merci de vous en soucier. Et donc, juste à côté de vous, il s'appelle Élisée Orunla, ingénieur logiciel et IA enthousiaste. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien.
Bonjour Nelly, je vais très bien. Chez vous? Je vais très bien également. Eh bien, sans plus tarder, sans transition, donc on va commencer avec les questions. Pourquoi avoir pensé et conçu donc cette innovation précisément lors de ce hackathon-là? Je donne la parole à mademoiselle pour commencer. Ok, au début, on avait pensé au tourisme et on a dit que le tourisme déjà devrait commencer par nous-mêmes, par les gens du pays. Et donc, on a pensé à créer une application qui pouvait faciliter la communication entre individus du pays. D'accord. Donc, c'est de là qu'est sortie cette innovation-là, cette application qu'on a créée. D'accord. Je ne sais pas si monsieur Oron a quelque chose à ajouter avant qu'on ne passe aux questions qui suivent. Oui, je pense que je vais rajouter quelques mots. D'accord. Je dirais, comme elle a dit, la base c'était déjà le tourisme. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent au Bénin et lors de leurs échanges avec les populations locales, ils ont parfois des difficultés. Mais il y a un point aussi qu'on oublie, c'est que les premiers touristes au Bénin, ce sont les Béninois eux-mêmes. Parce que la plupart des musées, des sites touristiques du Bénin, c'est les Béninois qui les visitent le plus. Et parfois, des gens qui quittent Cotonou ne comprennent pas forcément les langues que les gens parlent dans ces zones-là. Du coup, on a pensé à faire une application qui permettra aux gens de pouvoir communiquer plus aisément. Et le second point, c'est qu'il y a des émissions, il y a des pages. Je prends ma grand-mère, elle ne comprend pas forcément un film que je regarde. Elle va me poser des questions chaque 2 secondes. Il vaut mieux avoir un système où ma grand-mère regarde le film que je regardais, qu'elle comprenne directement dans sa langue. D'accord. Sans pour autant demander le secret de fabrication, comment est-ce que ça marche, cette application-là, concrètement, de façon pratique? Comment ça marche? Est-ce qu'il y a des personnes qui éventuellement ont posé des voix types que vous prenez et que vous modélez en fonction de ce que une personne dit dans une vidéo et que vous adaptez? Ou est-ce que c'est tout simplement complètement robotique, cette application-là? Est-ce qu'on entend une voix humaine de personnes qui parlent comme moi ou on entend une voix générée tout simplement comme par l'intelligence artificielle, une voix un petit peu mécanique et généralement pas très agréable? Ou comment est-ce que ça marche? Dites-nous tout. Déjà, au début du hackathon, on a fait un peu de collecte de données. On est allé sur le terrain, on a pris des enregistrements parce que pour faire de l'intelligence artificielle, il faut de la donnée. Donc pour collecter cette donnée-là, on est allé sur le terrain. Et aussi, dans le cadre du hackathon, ils nous ont fourni une certaine quantité de données, mais ce n'était pas assez. Donc on n'avait rien de potable avec. Donc pour l'instant, notre voix est un peu mécanique. D'accord. Mais avec un peu plus de données, ça pourrait aller mieux. Aurait étonné quand on parle de l'intelligence artificielle. Tout à fait. Et qu'on parle de voix générée par l'intelligence artificielle. C'est tout à fait normal. Le risque, c'est que c'est un petit peu... Moi, la question que j'ai pour vous, c'est en quoi cela... vous avez parlé tantôt d'un film que vous devez regarder avec votre mère qui... Ma grand-mère. Votre grand-mère, voilà. Qui ne comprend pas forcément la langue française. Alors, cette application dont on parle aujourd'hui, quelle est l'évolution? En quoi cela facilite la tâche aux Béninois? Vous avez demandé que nous devons être les premiers consommateurs de nos produits, des produits du tourisme du pays. Alors, donc, qu'est-ce que le touriste que moi, je veux être, par exemple, un touriste des places ou des lieux que je dois visiter dans le pays. Alors, qu'est-ce que vous m'apportez? Qu'est-ce que l'application apporte de plus? Je ne sais pas de quelle ethnie vous êtes, mais est-ce que vous comprenez Dendi, par exemple? Non, je ne comprends pas du tout. Lorsque vous irez visiter une localité où la population parle essentiellement le Dendi, par exemple, notre application vous permettra de discuter en live. C'est-à-dire, vous parlez et l'application traduit en Dendi. Lorsque votre interlocuteur répond en Dendi, vous avez la traduction en français ou dans la langue que vous parlez. Ça, c'est le premier cas. La plupart des contenus, je dirais les ressources, on dit généralement que les vieux sont la sagesse de la culture. En tout cas, tout à fait. Ok, du coup, supposons que vous avez une vidéo, il y a une vieille personne ou bien des gens qui parlent en langue locale, par exemple, qui expliquent, par exemple, quelque chose. Parce que généralement, les traductions qu'on a en français, c'est des gens qui sont partis là-bas, on leur a expliqué et ils reviennent nous dire ça. Et parfois, même, l'information est déformée. Tout à fait. Avec notre système, lorsque vous aurez une vidéo où les gens ont expliqué un fait, par exemple, vous avez la traduction directement.
D'accord. C'est la particularité. Merci de notre beaucoup. système. Je me tourne donc vers Madame Abouta. Dites-nous, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, pas vous personnellement, mais l'équipe tout entière, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de cette conception-là de l'application? Ok, au début, on avait déjà une difficulté à s'entendre sur le thème sur lequel on allait développer l'application. Mais bon, grâce au dispositif mis en place lors du Voilà. hackathon, c'est passé un peu plus facilement. Exactement. D'accord. À part ça, on a eu des difficultés d'implémentation. Déjà, comme l'a dit mon second, on devrait avoir beaucoup de données, énormément de données pour pouvoir entraîner notre modèle. Donc, on était confronté à ce type de problèmes, de difficultés, mais on a su le relever. Bon, pas totalement parce que jusqu'à ce moment, on n'a pas encore bien entraîné notre modèle. Donc, il nous faut encore beaucoup de données. Ensuite, bon, on a eu quelques difficultés par rapport à la présentation. D'accord. D'accord. Donc jusque-là, il n'y a pas eu de problème technique en termes de ressources afin d'alimenter. Il y a eu des problèmes, pardon, en termes de ressources pour alimenter. Et comment est-ce que vous allez à la recherche de ces ressources-là actuellement pour parfaire le produit? Pour parfaire le produit, déjà, nous sommes sur le terrain. Nous sommes toujours sur le terrain pour recueillir de la donnée. Par exemple, on va au marché. En faisant des achats, on peut demander à quelqu'un de nous aider à enregistrer sa voix. Par exemple, comment dire bonjour enfant, comment dire bonsoir en dindi. Et c'est de tout ça que l'application se nourrit pour paraître un peu plus normal. Exactement. Mais quelle est la part justement de l'intelligence artificielle dans tout ça, dans tout le processus? À quel moment intervient, vous faites intervenir l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle se base sur les données qu'on lui fournit. C'est comme un chien c'est comme un bébé à qui on apprend à marcher. Donc on doit lui fournir certaines ressources sur la base desquelles il devrait s'entraîner. On ne peut pas se lever seulement et puis dire oui. Je peux t'aider. Par Oui, exemple, vous prenez un enfant par exemple à qui vous voulez apprendre à lire. Il faut forcément que vous lui montrez, bon, tu dis bon A, ça fait bas, il fait exactement le même processus en fait. Du coup, quand on prend de la donnée enfant, il faut qu'on lui dise voilà son équivalent en français. Donc prochainement, il sait que quand il voit telle chose, ça veut dire telle chose. Seulement que nos langues locales sont très compliquées. Le fond par exemple, il y a les accents, il y a beaucoup de subtilités. Je ne préfère pas compliquer, je préfère que vous parliez en termes original. Voilà, originalité ou encore Tout à fait. délicatesse. On vous aura compris tout simplement, monsieur Oroula. Voilà. Et le mal, c'est que très généralement, les femmes ont tendance à se faire couper la parole, comme subtilement vous l'avez fait tout à l'heure. Donc, cela ne m'a pas plu, mais je continue quand même avec vous. Donc, monsieur Oroula, dites-nous, est-ce que vous ne craignez pas quand même que cette application puisse quand même mettre un frein à l'évolution du métier de certaines personnes? Parce que comme vous le savez, il y a des traducteurs qui existent aujourd'hui, spécialisés donc pour accompagner les touristes à faire tout ce parcours, et ça fait tourner l'économie. Est-ce que cette application vient avec un modèle économique spécialisé pour remplacer, pour se substituer à ce qui se faisait avant, ou ce n'est pas encore pensé jusque-là? Ce que je peux répondre à cette question-là, c'est que quoi qu'on fasse, l'intelligence artificielle arrive et elle est déjà là. Donc, il faudrait que les gens se réadaptent. Même nous-mêmes qui fabriquons les intelligences artificielles, je ne sais pas si vous avez appris, il y a une boîte en France où ils ont développé un modèle d'intelligence artificielle. Les développeurs qui ont travaillé là-dessus, la moitié a été virée parce qu'on se rend compte que le travail qu'ils ont fait, le algorithme est capable de faire beaucoup mieux à la fin de leur conception. Vous imaginez ce que ça veut dire? Donc, peu importe ce qu'on va faire, c'est déjà arrivé. Donc, c'est le moment de se repositionner, d'utiliser, parce que nous-mêmes, on utilise des outils comme ChatGPT, d'autres outils, beaucoup d'outils d'intelligence artificielle qu'on utilise pour être beaucoup plus performants. Exactement. Donc, c'est le moment de se repositionner. Pour enchérir, pour enchérir, je peux dire. Donne-moi la parole. Fait la balance, qui arrache la parole. Il y a demandé quand même, très gentiment. Ok, donc pour enchérir, je peux dire que pour pouvoir évoluer dans ce monde en pleine évolution, nous devons nous faire accompagner de la technologie. Donc, ceux qui ne se mettent pas au pas vont disparaître. Mais ceux qui utilisent l'IA
dans leur activité, vont continuer de progresser. Donc, même si l'IA est là, par exemple, je dois accompagner un touriste, je peux utiliser mon application à côté, mais toujours avec lui. Donc, ça ne va pas effacer le travail des autres, mais ça va leur permettre d'être beaucoup plus performants dans ce qu'ils font. D'accord, et beaucoup plus pointus tout simplement dans leurs explications. Toutes les bonnes choses ont une fin et Innovar, c'est déjà presque fini. Très rapidement, je vais vous demander vos mots de la fin afin de conclure Innovar d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Je commence par Madame Eudoxie Abouta. Ok, donc pour finir, je peux dire que la technologie est là. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est de l'intégrer dans toutes nos activités. Et comme on le dit, consommons local. Merci. Et Monsieur Élisée, allez-y, Oronla. Oui, merci déjà. Ce que je vais dire, c'est que pour développer de tels outils, on a besoin d'assez de ressources. Et pour suivre ce hackathon-là, on n'a pas vraiment eu de ressources. On est parti sur nos ressources à nous-mêmes, ce qui a fait qu'on n'a pas... on a fait ce qu'on a pu avec les moyens du bord. Donc c'est vrai, c'est une initiative de gouvernement, du gouvernement sur hackathon. Donc ce que j'aimerais bien demander, c'est qu'il y ait beaucoup de cette initiative-là, qu'il y ait beaucoup plus de ressources. Comme ça, ça va engager beaucoup plus de personnes. Et ça, ce n'est qu'un début. Prochainement, il y aura d'autres thématiques où, si on a assez de ressources, on pourra développer de belles choses et tout ça, ça va participer au développement de notre pays. Et pour finir, donc, j'aimerais tout simplement remercier le gouvernement pour ce type d'initiative et l'inciter à multiplier également ce type d'initiative-là pour permettre à des jeunes comme Monsieur Élisée Oronla et Madame Eudoxie Abouta et toute leur équipe à tout simplement innover de plus en plus. Et bien Innovar d'aujourd'hui, on a parlé de la valorisation culturelle et touristique du Bénin grâce à l'intelligence artificielle. Et je l'ai dit plusieurs fois, j'ai reçu deux charmants invités, Monsieur Élisée Oronla qui est ingénieur logiciel, et Madame Eudoxie Abouta qui est full stack développeur. Arim Lassisi, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Innovar, c'est fini, ma jeunesse dorée continue. Alors, on va continuer avec Junior d'Afrique, la rubrique de Vanessa Zanou, parce que depuis hier, sur toute l'étendue du territoire national, on a démarré, voilà, la vague des examens de fin d'année, comment préparer les enfants et autres, en tant qu'enseignants et autres. On en parle tout de suite avec la team Junior d'Afrique, c'est après ceci. C'est fait nous donc. Ok, Madou, c'est tout là, Ninde iche minami do menwenu. Manote no ma flex boy avio. Jahanu minu manu. Yeah, Beninoise ou pils godo poko yon ho ho ho. Penami sinu manu. Yeah, champagne soto kafudo poko yon ho ho ho. Maïboa maillon, Gaundo Coblé on sait mieux. Il sera peut-être à demain. Vas-y l'ami, en même temps c'est beaucoup mieux. Maïboa maillon, Gaundo Coblé on sait mieux. Il sera peut-être à demain. Vas-y l'ami, en même temps c'est beaucoup mieux. Nous deux minami demain ouais nous. Manote nous ma flèche bayavio. Nous deux minami demain ouais nous. Manote ouais nous manjaïo. Donne-moi ça maintenant. Donne-le-moi maintenant. Donne-moi ça maintenant. Donne-le-moi maintenant. Azan tombe ton ami, bébé, tché. Mando goudomi au bébé, s'il te plaît, faut m'écouter. Et ma besoin cérémonie, simplement non démeni. Aller-retour l'homme Paris, Bano mini doubero mais oui nous. Maïboa maillon, Gaundo Coblé on sait mieux. Il sera peut-être à demain, vas-y bébé, en même temps c'est beaucoup mieux. Maïboa maillon, Gaundo Coblé on sait mieux. Il sera peut-être à demain, vas-y bébé, en même temps c'est beaucoup mieux. Donne-moi ça maintenant. Donne-le-moi maintenant.
no yeto. Chetula, donnez-moi ça maintenant. Alors, je l'annonçais tantôt, des examens de fin d'année qui ont démarré avec les plus petits, le CEP, depuis hier, alors sur toute l'étendue du territoire. Alors, ça marque le début de toute la vague qui va suivre après. Donc, avec Vanessa Zanou, on avait entamé une série d'émissions. Alors, sur la préparation, on a abordé ça avec les parents, les enseignants. Maintenant, on va voir le volet sanitaire avec vous. C'est parti. Oui, comme vous avez commencé par le dire, hein, en période d'examen, la préparation sanitaire est souvent mise de côté au profit des révisions intensives. Donc, alors que nous savons tous que prendre soin de soi et de sa santé est essentiel pour quand même aborder sereinement les épreuves et maximiser ses performances. Et bien sûr, dans cet esprit, notre débat d'aujourd'hui se focalisera sur les conseils et astuces pour une préparation sanitaire optimale en période d'examen avec notre charmante invitée, Rebecca Sabouran. Elle est nutritionniste et diététiste. C'est bien ça. Bonsoir. Très bien, bonsoir. Bonsoir le plateau, bonsoir chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Je vais super bien, merci. D'accord. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons démarrer. J'ai bien envie de savoir quels sont les principaux facteurs qui peuvent quand même impacter la santé de ces apprenants-là en période d'examen. Beaucoup de facteurs peuvent impacter la santé des apprenants dans la période des examens. Aujourd'hui, nous parlons bien évidemment de la santé. Donc déjà l'alimentation, leur alimentation, également le stress. La peur peut parfois, le stress se manifeste parfois chez certains apprenants par des maladies ou bien par des maux de ventre. Parfois on a les maux de ventre et puis ce n'est pas une infection, ce n'est rien d'autre que le stress. Donc le stress peut favoriser ce genre de choses également. La fraîcheur aussi. Actuellement, il fait un peu frais, donc parfois il pleut. L'exposition des enfants également aux piqûres des moustiques. Donc cela peut favoriser également, cela peut affecter également la santé des enfants durant ces périodes-là. D'accord. Et quelle importance accordez-vous quand même à une alimentation équilibrée et une hygiène de vie saine en cette période? C'est vraiment important de mettre un accent sur cet aspect avec les apprenants parce que pour être en bonne santé, il faut un ensemble de choses. Et quand ils ne sont pas en bonne santé, ils ne pourront pas bien réfléchir, ils ne pourront pas bien rendre sur les épreuves. Il n'y aura pas un meilleur résultat. Vous êtes d'accord avec moi qu'il faut une bonne santé pour un bon résultat. C'est clair. Quelle que soit la manière dont l'élève est compétent, quelle que soit la manière dont l'élève a appris ses leçons, quelle que soit la manière dont il brille en classe, si le jour de l'examen, il ne se sent pas bien, il ne peut pas bien répondre. Je suis d'accord. Voilà, donc il faut vraiment mettre un accent sur cet aspect-là avec. Une question pour notre invité de ce jour. Il y a cette catégorie d'apprenants qui se réveillent dans les derniers jours. Voilà, c'est aujourd'hui maintenant qu'il veut tout apprendre. Il prend du café, il ne dort pas, il veut tout rattraper, tout réviser en un mois ou en 2 semaines. C'est lui qui est là avec tous les livres, les manuels, les cahiers et autres. Est-ce qu'il n'a pas un risque ou un danger auquel on s'expose? Oui, il y a un risque, il y a un danger parce que cet apprenant ne va pas bien dormir. Et le sommeil est également important. Il faut un temps donné de sommeil. Maintenant, l'examen se prépare depuis le premier jour de la rentrée. Voilà, les enseignants l'ont dit. Voilà. Et quand un apprenant qui n'a pas pu respecter ce protocole-là, ce n'est pas la veille qui va veiller
Même quand il va veiller, il ne pourra pas bien apprendre. Parce qu'il faut que le cerveau se repose assez pour recevoir encore. Mais quand le cerveau n'est pas en bon état, il ne peut pas recevoir et garder ce qu'il faut. Et c'est même une erreur. À l'heure actuelle, à la veille des examens, c'est même une erreur de prendre du café pour veiller, pour pouvoir apprendre. C'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. Il faut se relaxer le plus possible. Il faut dormir le temps de sommeil nécessaire. Et mieux, quand vous dormez bien, quand les apprenants dorment bien, au réveil, le cerveau reçoit fraîchement les informations. Voilà, et le cerveau arrive à emmagasiner facilement. Mais quand on ne dort pas bien et puis on veille, on n'a pas un bon moment. Voilà. Pas un bon moment. Alors, et le divertissement est à quel niveau? Vous le mettez où? Le divertissement, la distraction, on en a besoin ou... On a besoin de distractions, mais pas de façon exagérée aussi. Et des distractions vraiment, des distractions saines, je vais dire. Saines et constructives. Distractions saines. Bon, c'est... La lecture, par exemple. C'est pas... pas la lecture. Pas la lecture. Bon, la danse, c'est une distraction. La danse. Oui, bien regarder la télé, des trucs qui vont nous faire rire. Ok, d'accord. Bon, regarder la télé aussi, pas regarder des choses qui vont mettre dans un état de tristesse. Donc, des choses qui vont détendre. Voilà. Donc, on n'a pas coupé la télévision parce qu'il y a des candidats dans la maison. Je ne pense pas. Bon, tout dépend des candidats bien aussi. Sûr. Et tout dépend des parents parce que chaque parent connaît son enfant. Et distraction saine, bon, je pense que c'est pas le moment quand même de laisser les enfants aller jouer au ballon dans les rues, etc. C'est les exposer puisqu'il y aura des accidents. Des accidents. Voilà. Donc, je dis des distractions saines, c'est important également. Et vous, en tant que nutritionniste, diététicienne, quels sont les aliments qu'il faut quand même privilégier en cette période? Il faut que les parents veillent à ce que les enfants mangent assez équilibré. Quand je dis assez équilibré, c'est le moment d'introduire des légumes dans les repas des enfants. Et quand je dis légumes, il faut veiller à bien nettoyer ces légumes-là parce que quand ces légumes ne sont pas bien lavés, vous allez exposer encore ces enfants-là à des risques de toxi-infection alimentaire. Donc, des légumes, mais bien nettoyés. Et également, des fruits bien nettoyés également. Donc, une alimentation assez équilibrée. Ils ont besoin d'un peu de tout. Ils n'ont pas besoin des aliments trop sucrés actuellement. Ils n'ont pas également besoin des aliments trop gras. Quand je dis trop gras, il faut le gras, mais pas trop. Donc, pas en abuser. Voilà, il ne faut pas en abuser. D'accord. Raisonnablement. Ok, super. Alors, comment est-ce qu'il faut concilier en cette période la préparation sanitaire avec les exigences des études et les contraintes de planning en cette période? Les parents ont besoin d'apporter une attention particulière aux enfants durant cette période. C'est le moment, bon, avant les examens, c'est bien de déparasiter les enfants. Tout à fait. Et si un enfant manifestait déjà le palu, il faut soigner. Il ne faut pas attendre forcément, il ne faut pas être en train de faire une automédication pour dire, bon, ça va se calmer d'ici là. Il faut rapidement agir. Et également, il faut veiller sur les enfants. Faudrait pas... Il y en a qui veillent pour apprendre durant cette période-là. Et ils veillent, ils s'exposent aux moustiques, aux piqûres des moustiques, en voulant veiller pour apprendre. C'est des choses sur lesquelles les parents doivent veiller. C'est toujours mieux que l'étudiant ou l'apprenant aille vite se coucher et se réveiller tôt pour apprendre. Le cerveau reçoit mieux que quand on veille. Bien sûr. Voilà. Alors, il y a quand même une question un peu gênante, mais c'est quand même une question très intéressante. Je crois, pour les filles, les candidates, très souvent, qui parlent des filles nubiles, il y a souvent, je n'appelle pas ça accident, qu'en pleine composition, voilà, entre une ou deux matières, la fille peut-être
Voilà, c'est la période où elle doit avoir ses menstrues. Et il y a ça qui joue psychologiquement sur les candidates. Quels sont les conseils ou astuces que vous pouvez proposer à nos chères candidates qui nous suivent actuellement? Parce que ça peut les déconcentrer et ça les met dans un état bizarre où on peut même oublier ce qu'on a appris. Voilà. Si ce n'est pas la première fois que cette fille a ses menstruations, c'est sûr qu'elle avait déjà des expériences dans le domaine. Donc, les parents doivent savoir que, bon, si ma fille a des douleurs durant ses menstruations, c'est bien de prévoir, de lui prévoir des calmants. Voilà. Donc, quand elle est au centre d'examen, si ce n'était pas arrivé avant qu'elle n'aille, arriver au centre d'examen, si cela la surprenait, il faut qu'elle tienne sur elle ces calmants-là qu'elle pourrait prendre pour rapidement calmer les douleurs et également prévoir dans le sac des précautions pour vraiment éviter tout ce qui va perturber. Donc, il faut vraiment une prévision à l'avance. Je pense qu'on va s'en arrêter là pour aujourd'hui, mais j'ai bien envie de poser une seule question, si Christelle me permet. Ce sera votre mot de la fin. 20 secondes. Bien sûr. Quel comportement ou pratique déconseilleriez-vous aux apprenants pour préserver quand même leur santé durant cette période? J'aimerais inviter les apprenants à consommer des aliments auxquels ils étaient habitués. Voilà. Ce n'est pas le moment de faire de nouvelles découvertes en termes shawarma par exemple. Voilà, s'ils n'étaient pas habitués au shawarma. Voilà. Donc, prendre des choses auxquelles ils sont habitués. S'il faut acheter, s'assurer que là où je m'en vais acheter, c'est vraiment propre pour ne pas exposer son organisme. Tout à fait. Merci beaucoup et je pense qu'on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. C'était la préparation sanitaire en période d'examen, conseils et astuces avec notre charmante invitée Rebecca Sagboran. Elle est nutritionniste et diététicienne. Merci, c'est tout. Merci à vous, c'est moi qui vous remercie pour cette belle chronique. Merci à vous également, Madame Sagboran. Alors, vous rentrez bien. On dit bonne chance, toujours à nos candidats. Alors, on va retrouver un jeune béninois très talentueux, connu de tous, qu'on ne présente plus. C'est bien sûr Fréjus Fiorci. C'est dans... Voilà, après ceci. L'affiche de l'excellence, c'est votre rubrique qui célèbre l'excellence et qui fait la promotion, voilà, des talents cachés ou pas, voilà. Et l'objectif de cette rubrique, c'est bien sûr de célébrer, voilà, les hommes qui sortent un peu de l'ordinaire de par leur travail, de par leur parcours, et histoire d'inciter les plus jeunes à aimer le travail bien fait et pourquoi pas dépasser même les anciens, ceux qui ont fait plus fort qu'eux. Alors, aujourd'hui, pour ce numéro, notre invité, voilà, c'est bien sûr Fréjus
Fiorci, que je le disais déjà à l'entame, c'est un Béninois qu'on ne présente plus, il est connu de tous. Alors, je lis ceci, hein. Fréjus Fiorci, alias le magicien de la lentille, est né à Cotonou avec un appareil photo greffé à la main. Dès son plus jeune âge, il était déjà le photographe non officiel de toutes les fêtes de famille, transformant des moments banals en œuvres d'art avant même de savoir attacher ses lacets. Au primaire, à l'EPP éternel, à Kpakpa, Fréjus, tel un super-héros, avec son appareil photo semi-automatique, capturait des clichés à la vitesse de la lumière. Au secondaire, entre le complexe scolaire Gloria Day et CSP La Grâce, il était l'espion photographe des excursions pédagogiques, immortalisant chaque fourie et chaque grimace de ses camarades. Mais la vraie épopée commence après le bac. En s'inscrivant dans les métiers de l'audiovisuel, spécialité prise de vue, cinéma et télévision, Fréjus découvre que la photographie est plus qu'un passe-temps. C'est une vocation. Après avoir fait ses âmes à ORTB et à LC2, il signe son premier contrat pro à Eden TV en 2013. Là-bas, pendant 6 ans, il perfectionne son art, jonglant entre cadrage audacieux et jeux de lumière éblouissants. En 2019, dans un élan de folie créative, il abandonne la sécurité de l'emploi, voilà, pour plonger tête la première fois dans l'univers impitoyable de la photographie freelance. Depuis, Fréjus est le chef d'orchestre d'un ballet de Picel, transformant chaque instant en une symphonie visuelle. Ces clichés sont des poèmes sans paroles, des tableaux sans pinceau, des histoires sans mots. L'aventurier de la photographie est un véritable globe-trotteur de l'objectif. Ce prodige de la capture d'images a vu plus de pays que de saisons de séries télévisées. Et chaque voyage est pour lui une scène de film à immortaliser. En 2019, donc, Fréjus sort de sa chrysalide professionnelle et déploie ses ailes pour l'Égypte, couvrant la Cannes Égypte 2019 avec un flair inégalé. Mais ce n'était que le début. Tel un super-héros de l'image, il voyage ensuite au Cameroun pour la Cannes 2021 où il capte les émotions des fans et les prouesses des joueurs avec une précision chirurgicale. En 2021, il se rend à Glasgow au Royaume-Uni pour le sommet COP26 où il troque ses clichés sportifs pour des instantanés climatiques, jonglant entre les chefs d'État et les militants écologistes comme s'il s'agissait de vieux amis. La Cannes U20 en Égypte 2022 voit Fréjus revenir en terre des pharaons, ajoutant une autre plume à son chapeau déjà bien gagné. En 2023, c'est Abidjan qui devient son terrain de jeu pour la Cannes organisée sur le territoire. Chaque match, un nouveau chapitre de sa saga photographique. Et ce n'est pas tout. Rabat au Maroc pour les préliminaires de la Coupe de la Confédération de la CAF. Puis le Nigeria, le Togo, la Mauritanie, la Guinée, Conakry et le Mali deviennent tour à tour des pages de son carnet de voyage. Chaque pays, chaque ville, chaque événement est une toile blanche où Fréjus peint avec lumière et ombre, couleur et mouvement. Aujourd'hui, Fréjus Fiorci n'est pas seulement un photographe, il est un conteur visuel, un narrateur de la beauté du monde, de la passion du sport, des moments fugaces de l'humanité. Chaque clic de son appareil est une note dans la symphonie de sa carrière et chaque photo un testament de son talent incommensurable. Fréjus, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à nos amis téléspectateurs. Soyez les bienvenus. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout à l'heure, c'était votre biographie décalée. Vous avez remarqué avec moi à la maison, hein, c'est... Fréjus, c'est une fierté nationale.
Nous sommes fiers de l'avoir comme un frère, parce que c'est le Bénin hein, qui gagne après tout. Alors, on va s'amuser avec quelques questions. Mais avant, j'ai une toute première question. Avec tout ce qu'on a dit sur vous tout à l'heure, comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont vos impressions? Bon, c'est vrai que c'est un parcours, mais pour moi, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Parce que j'ai des ambitions, j'ai beaucoup, vous avez encore des projets. J'ai beaucoup de projets, mais jusque-là, je peux quand même dire que c'est un sentiment de fierté. Parce que quand on parle de toi, on cite quand même beaucoup de pays que tu as visités grâce à ton travail. C'est une fierté, mais en même temps, ça motive, ça donne envie de beaucoup faire. Alors, donc, c'est bien, hein. L'homme est encore modeste, hein. Il est très modeste. Il dit que rien, là, c'est encore rien du tout. Donc, on lui souhaite bon vent. Alors, la première question, hein, si tu étais un appareil photo, quel modèle serais-tu et quelle serait ta fonctionnalité cachée? Si je devais être un appareil photo, je dirais que je serais un Canon. Canon. Parce que c'est ma marque de préférence. Mais la fonctionnalité cachée, quelle fonctionnalité cachée? Je peux dire la mise au point parce que j'aime rendre net, j'aime mettre de la netteté sur tous les événements que je couvre. Alors, si tu devais choisir entre un appareil photo qui fait aussi grille-pain ou un qui fait machine à remonter le temps, par exemple, lequel prendrais-tu et pourquoi? Je peux dire une machine qui fait du grille-pain, c'est-à-dire parce que je suis dans l'évolution perpétuelle. J'aime découvrir, j'aime explorer d'autres univers, donc j'ai pas envie d'aller en arrière, mais je veux toujours aller en avance, quoi. Alors, vous allez nous raconter aux téléspectateurs votre pire catastrophe en tant que photographe. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez réglé ça? Vous avez surmonté ça? Quand on me pose cette question, j'ai comme j'ai du mal à le raconter, mais c'est le vécu, c'est le vécu du photographe. Voilà. Je me rappelle, c'était en 2019, le 13 décembre 2019, je devais aller à un reportage au ministère des Sports. J'étais arrivé un peu en retard, donc tellement pressé, arrivé à l'entrée du ministère, j'ai garé mon véhicule, je prends le sac de mon matériel, j'ai le temps de le mettre au dos comme ça, la fermeture s'éclate, mon matériel tombe sur les pavés et l'objectif est cassé jusqu'à aujourd'hui. J'ai essayé de réparer, mais ça n'a pas été, ça a été irrécupérable. Comment ça s'est passé le jour-là? Vous avez fait appel à d'autres collègues ou... Grâce à Dieu, j'avais d'autres objectifs. C'est l'objectif principal qui est tombé. D'accord. Donc je me suis débrouillé sur le terrain avec le second objectif. Le boîtier n'a pas eu un problème. C'est vrai que c'est tombé. Le côté du flash a eu un coup, mais c'est gérable. Mais c'est l'objectif qui a été irrécupérable, alors que c'est l'objectif qui m'a coûté. Ça m'a vraiment coûté cet objectif. Voilà. Donc, quand je dois raconter ça me fait encore de la peine parce que c'était en 2019 et figurez-vous, j'ai abandonné mon métier là où je travaillais, j'avais mon contrat. J'ai abandonné parce que je me suis un peu économisé pour prendre ce matériel, pour me lancer dans l'auto en place dans le freelance. Et ton premier matériel, le matériel que tu as pris toute ton économie pour acheter, tu tombes comme ça. Voilà. C'était dur à raconter, mais grâce à Dieu, je continue aujourd'hui. Et quel est ton rituel avant les séances photo? Les rituels. Bon, il y a certains photographes qui dansent un peu pour être... dansent un peu ou chantent peut-être avant chaque séance. Et chez toi, c'est quoi? Bon, moi, j'ai pas un rituel particulier. J'ai pas un rituel particulier parce que déjà avant que je sorte chez moi, quand je vais travailler, je sais que je confie la journée dans la main de Dieu et je vais faire mon travail, quoi. Je n'ai pas un rituel particulier que je dis que avant de déclencher ou quoi, non. Alors, et si tes propres photos devaient parler de toi, qu'est-ce que tu penses que les photos diraient de toi?
Si mes photos doivent parler de moi, ils diront certainement que Fréjus, c'est un gars très calme et réservé aussi. Et timide. Timide aussi. Et maintenant, si chaque couleur de l'arc-en-ciel était une émotion, quelle émotion correspondrait à chaque couleur en photographie? Si je reprends, si chaque couleur de l'arc-en-ciel était une émotion, quelle émotion correspondrait à chaque couleur en photographie? Bon, en toute façon, moi, quand je vais faire les photos, l'émotion que j'aime ressentir, j'aime ressortir, c'est déjà la joie quand je vais sur des matchs. Mais pas que quand je vais, par exemple sur les matchs de football, j'essaie de guetter les meilleures émotions après un but, la célébration des actes des joueurs, la célébration du public. Mais en même temps, l'équipe perdante, leur émotion qui n'est pas forcément la joie, mais la tristesse. Mais c'est tout ça qui fait la photographie. C'est tout ça qu'on raconte en tant que photojournaliste. Et si tu dois maintenant faire un selfie avec un personnage politique, public, ce serait qui? Là, tout de suite, si je devais faire un selfie avec quelqu'un, ça va être Lionel Messi. Lionel Messi. Alors, donc, voilà, un fan, voilà, tout craché de Lionel Messi. Alors, c'est déjà la fin de notre entretien. Ce qui devrait suivre, c'est que nous, sur notre émission Jeunesse Dorée, comme je l'ai dit, nous avons pensé cette rubrique pour faire la promotion de l'excellence. Et pour, au vu de tout ce que vous avez accompli comme citoyen béninois, on vous a choisi, on vous a sélectionné comme de ces citoyens-là qui méritent quand même que le monde entier, que tout le Bénin les connaisse quand même, pour savoir l'homme, le magicien qui fait le travail tout derrière. Et nous avons l'habitude de décerner les gens avec une attestation. Et je n'ai pas compris, l'équipe n'a pas ramené l'attestation malheureusement. Aujourd'hui, c'est Tata Oriane Tokbo qui nous a joué ce tour-là, mais on va gérer ça. Et ce qu'on fait, on va vous appeler et on vous remet ça officiellement, on fait la vue et ça sera sur nos réseaux sociaux et les téléspectateurs vont pouvoir l'observer. Alors, merci d'avoir été là et à très bientôt. Et on va à la régie, on revient pour installer le dernier plateau, c'est bien sûr Kiff numérique. Maman m'a dit fiston faut compter sur personne. Faut chercher ton chemin tout solo. Faut compter sur personne. De toutes les façons dans ta tombe tu seras solo. Donc il faut avancer, ne t'arrête pas. Des faux amis fiston tant qu'on naîtra. Faut te relever à chaque fois que tu seras tombé. Les gagnants ne démordent pas. Méfie-toi fiston, méfie-toi. Ah, la mort marche avec toi, ne l'oublie pas. Le ciel n'est pas que pour toi. Ici chacun porte sa croix. Maman n'est plus aujourd'hui, mais tous ses conseils ont payé. Mon chemin a été parsemé d'embûches. Mais dernière ligne droite de cette émission, c'est bien sûr Kiff numérique avec monsieur le pasteur Maurice Nontonji. Bonjour. Bonjour Harry. Vous allez bien? Très bien. Et vous avez été à la messe? Comme d'habitude, à la messe. Ça a bien passé? Oui. Oui. Très bien. Vos fidèles étaient présents? Toujours. Très bien. Alors, les autres fidèles qui sont présents aujourd'hui, ce sont nos chers téléspectateurs. Et vous nous parlez de quoi très rapidement parce que le temps est parti. Exactement. Aujourd'hui, on va découvrir un peu, on va partir dans l'univers du design, on va découvrir ce qu'on appelle les archétypes de marque. Voilà. Et pour ce faire, nous avons un invité qui est un spécialiste du sujet, qui est Brand Identity Designer. Il s'appelle Eden Wolo. Alors, bonjour Eden. Bonjour Maurice. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci, chez toi. Super, super. Alors, on va aller dans le vif du sujet, on ne va pas trop tergiverser. Un archétype de marque, comment on peut le définir?
pour nos téléspectateurs qui ont envie d'en savoir plus sur le sujet. Merci pour la question. Alors, entendez par archétype de marque tout simplement un genre ou un modèle de personne. Je m'explique. On a tous fait le collège ou les bancs. Et dans chaque classe, il y avait certains types d'individus qu'on arrivait à identifier. Il y avait par exemple celui qui faisait tout le temps les blagues. Il y avait par exemple le paresseux. Il y avait le redoublant. Il y avait l'étudiant ou bien l'élève qui levait tout le temps la main pour répondre aux questions. Il y avait l'ancien aussi, le doyen. Il y avait aussi l'ancien, le doyen aussi. Hein. Exactement. Absolument. Il y avait également l'intello de la classe. Donc c'est exactement ça qui se transcende au niveau des marques. Les entreprises qui veulent évoluer au niveau de marque, ils doivent pouvoir avoir ce type de personnalité pour que lorsque vous regardez une marque, par exemple la marque Apple a un type de personnalité donnée. La marque Coca-Cola, la marque Disney, ils ont un type de personnalité donnée. Donc c'est un peu ça les archétypes. Absolument, et c'est très important. Et moi j'ai poussé un peu le distraitement et j'ai cherché, j'ai vu qu'on en a 12. Oui. On en a 12. Je vais essayer de lister rapidement. On a le bouffon, on a l'archétype le créateur, l'archétype le dirigeant, l'archétype l'explorateur, le héros, l'innocent, le magicien, monsieur tout le monde, le rebelle, le sage, le soignant et également le séducteur. Donc, les 6 auxquels on va se permettre, on va se prêter ici, c'est de demander à notre invité Daoulou, bien évidemment, de nous donner un peu les caractéristiques et quelques exemples de marques, comme vous avez commencé à le faire, pour chacun de ces archétypes de marques. Bien évidemment, comme on est à la télé, on ne va pas pouvoir aller dans plus de détails, donc on va aller un peu rapidement par rapport à ces 12-là. Est-ce que c'est possible? Oui, il n'y a pas de problème. Avec la complicité, bien évidemment, de la régie, si on cite, ils pourront nous afficher à l'écran un peu les caractéristiques, ça nous ferait extrêmement plaisir. Alors on y va. On commence par lequel? Je vous laisse le choix. Je commencerai par l'archétype du créateur. Ok, super. Le créateur, c'est celui qui est dans l'innovation, qui veut apporter du nouveau à ses clients ou à son audience. Et je prendrai l'exemple de Apple. Apple qui a révolutionné le monde de la technologie, de la téléphonie mobile avec les portables Apple, l'iPad. Exactement. Ensuite, je parlerai de l'archétype du magicien. Le magicien qui veut vous amener à vous transformer, à rêver, à vous évader, à voyager. Et je prendrai l'exemple de Disney. Disney qui fait des dessins animés. Et la plupart des dessins animés que nous voyons, ce sont des dessins animés qui font rêver justement. Je prendrai un autre exemple, je parlerai de l'archétype du séducteur, qui veut séduire, qui veut attirer. Et là, nous rentrons plus dans les marques qui sont dans la parfumerie, dans le cosmétique, comme Dove, Dior, Chanel, exactement. Ensuite, je parlerai du bouffon. Le bouffon, c'est celui qui veut faire tout le temps des blagues, qui veut tout le temps amuser. Et c'est ce qu'il veut également, auquel sa cible s'assimile. Il veut que les clients qui viennent à lui se mettent en tête que, bah voilà, nous sommes là pour une courte durée, nous sommes là pour nous amuser, pour profiter de la vie. Et là, nous avons les marques qui sont beaucoup plus dans les sucreries. Alors, je ne vous arrête pas, oui, mais compte tenu du temps, j'ai quand même une question. Hein. Oui. Pourquoi est-il important, selon vous, pour une marque de choisir, d'incarner, par exemple, un archétype spécifique? D'accord. Alors, aujourd'hui, le pouvoir a changé. Avant, c'était les marques qui s'imposaient. Aujourd'hui, c'est le consommateur qui choisit sa marque. Chose normale. Oui. Et pour choisir, il faut qu'il puisse s'identifier à la marque. Alors, c'est pourquoi une entreprise doit s'allier à un archétype, c'est pour pouvoir se connecter émotionnellement avec ses clients. Je vous prends par exemple, je suppose que vous êtes quelqu'un qui est rebelle. Non, je ne suis pas rebelle. D'accord. Oui, je sais. Non, je prends l'exemple de quelqu'un qui est rebelle, qui n'aime pas suivre le code de la route, qui aime tout casser. Il aura plus tendance à aller vers une marque qui va dans le même sens que lui. Il aura moins envie d'aller vers une marque qui est tout le temps droite, tout le temps rigide. Carré, voilà, exactement. Super. Alors, est-ce que quand on choisit l'archétype, quand on fait ce choix-là, oui, comment on arrive en fait à décliner ça de manière, de manière cohérente dans sa communication? Quand on va prendre les entreprises, quand elles font ce choix-là, comment elles arrivent à décliner ça? Comment elles peuvent arriver en fait à décliner cela? Alors, lorsqu'on parle d'archétype, pour le décliner, on parle ensuite d'identité verbale. Ça permet à la marque, à l'entreprise, lors de ses prises de parole, de pouvoir être cohérent. Si je décide d'avoir l'archétype du séducteur, il faut que dans les messages que je passe à ma clientèle ou à mon audience, tout
pense à la séduction, tout fait penser pour les attirer, les amener à mon produit ou à mon service. Ok. Je crois que avec la complicité de la technique, oui. Si ils ont l'élément à nous faire passer, mais bon, c'est pas grave, on va quand même continuer. Du coup, si une marque arrive de façon plus concrète en fait, oui. Si on prend par exemple au niveau du service client par exemple, ou l'exemple du séducteur, comment il arrive à... Et ce sera votre dernière question. Exactement, exactement, ce sera ma dernière question. Comment elle arrive en fait à faire savoir que c'est l'archétype de séducteur qu'elle a comme archétype en fait, au niveau du service client par exemple. Si c'est au niveau du service client, déjà de préférence, il faudrait prendre des personnes, hommes ou femmes, qui ont une voix plus ou moins douce, attirante, calme. Et déjà dans la communication, si c'est un homme ou une femme, elle doit pouvoir mettre des mots assez, je dirais pas aiguichants, mais assez attendrissants, attentionnés, être calme lorsqu'il y a le rapport. Parce que parfois on tombe sur un service client où ils sont un peu brusques, ils ne sont pas assez calmes. Donc voilà un peu comment ils pourraient agir. Okay, super. Monsieur Harim, je crois qu'on va vous laisser Jeunesse Dorée. Vous avez oublié de demander son mot de la fin. Non, je crois que le sujet de l'archétype, c'est un sujet... On n'a pas pu explorer le sujet véritablement. On reviendra pour une deuxième partie. On a balisé le terrain. On a balisé le terrain, on va dire, voilà. On va revenir encore en seconde partie pour aborder, pour aller en profondeur, parce que véritablement, c'est un sujet qui va beaucoup intéresser les entreprises et les entrepreneurs qui nous suivent sur Jeunesse Dorée. Alors, ce sera tout pour Kiff Numérique. On va vous donner rendez-vous pour le prochain numéro de Jeunesse Dorée. Et... Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Alors, merci beaucoup à vous, Maurice. Merci beaucoup à notre invité. Merci à notre invité. C'est sûr qu'on va se retrouver. Hein. On va revenir sur ce sujet, peut-être à lui et un autre invité. Avec plaisir. Alors, mesdames et messieurs, vous l'aurez remarqué, c'est bien sûr la fin de cette émission. Tout le monde descend, même les lunettes aussi. On va se retrouver mardi prochain, si Dieu le veut. Portez-vous bien. Ciao, ciao.